Bonjour, Benjamin Nourri. Pendant 3 ans, une fois par semaine, j'ai covoituré entre Aix-en-Provence et Montpellier. Et il y avait généralement un moment dans le trajet où on discutait de la raison de notre déplacement. J'expliquais alors que je faisais une thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse avec une entreprise, en l'occurrence la Société du Canal de Provence, et deux laboratoires de recherche, IMSIC, l'un à Aix-en-Provence et l'autre Géo, qui était basé à Montpellier. Quant au sujet de ma thèse, je m'intéressais à la réutilisation des eaux usées traitées. Quand j'évoquais ces 4 mots, réutilisation, eau, usée, traité, en général, ça évoquait pas grand-chose à mes passagers. S'ouvrait alors une discussion sur nos souvenirs plus ou moins bons selon les trajets de nos cours de SVT, sur les cycles de l'eau, pour expliquer le concept de reuse, et pour expliquer aussi qu'on pouvait finalement utiliser des rejets de stations d'épuration pour irriguer des golfs, irriguer des parcelles agricoles, pouvoir éventuellement approvisionner les industries, et même dans certains cas, produire de l'eau potable. C'est à ce moment-là que les discussions commençaient légèrement à s'animer dans la voiture, avec différents types de réactions. Ah, mais c'est dégoûtant. Ah, mais c'est pas dangereux. Faut bien trouver de l'eau quelque part. Mais finalement, de l'eau de station d'épuration, on en boit déjà, non? J'ai étudié ces différentes réactions pour identifier les facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale dans le cadre de ma thèse. Ici, les émotions négatives, comme le dégoût, aussi appelé le facteur Burke, les perceptions sur le risque sanitaire, la perception de la rareté de l'eau, ou encore les connaissances. Il y a un facteur qui m'intéressait plus particulièrement sur ma thèse, c'était l'information. Il n'y a pas de consensus dans la littérature sur l'effet de l'information, et alors qu'en général, dans les manuels et les guides sur la reuse, on nous dit que si finalement on informe les gens, ils vont comprendre, et s'ils comprennent, ils vont finir par accepter. J'ai testé différentes manières de transmettre de l'information, ou alors de communiquer. La première, c'était en diffusant un message, conçu dans mon coin, du type « la reuse, c'est super, c'est une solution d'avenir ». Un deuxième, c'était plutôt en consultant les gens pour recueillir leur avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative de reuse ? Un troisième, en les invitant à réfléchir à quelles conditions ils penseraient consommer des produits irrigués issus de stations d'épuration. Ou un quatrième, enfin, en les laissant décider de comment ils mettraient en place ou non un projet de reuse. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai constaté qu'à défaut de faire de l'acceptologie, de vouloir forcer les gens à accepter nos projets de reuse, on se rend compte que ces mécanismes et ces différentes formes de communication, elles permettaient aux participants de, mieux comprendre la situation hydrique de leur territoire, de davantage considérer la reuse comme étant une alternative possible sur ce territoire, et surtout de renforcer la confiance des participants dans le système de reuse dans son ensemble. À la fois sur des éléments techniques, de renforcer la confiance des participants dans le processus de traitement, renforcer la confiance dans les éléments humains, à la fois les usagers et les gestionnaires dans leur capacité à utiliser et bien traiter ces eaux-là, mais aussi dans les éléments normatifs, avoir davantage confiance dans la réglementation, à être capable du coup de mettre en place des bonnes règles pour la réutilisation des eaux usées traitées. J'ai pas de blablacar à prendre tout à l'heure, donc je serais ravi de poursuivre les discussions plus tard. Bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Bikadour, un thésard à l'École nationale d'agronomie d'Algérie. Je suis en co-direction avec INRAE Emergio avec Nessim. Je fais une thèse sur la réutilisation des eaux non conventionnelles pour l'irrigation dans les milieux arides, notamment dans les milieux oisiens du Sahara algérien. Cette thèse, ça rentre dans le cadre d'un projet de recherche international MESSIR, financé par le FIDA, qui a pour objectif de renforcer les systèmes d'innovation agricole rurale dans les pays du Maghreb. Donc, pour notre cas, le paradoxe sur notre terrain de Rardaya, c'est à l'existence de 3 systèmes d'assainissement à différentes échelles. On a les toilettes sèches à l'échelle parcellaire, les grands steppes, l'assainissement conventionnel et les traitements décentralisés au niveau d'un écoquartier qui fait l'objectif du FIDA pour mettre en place un démonstrateur de reuse afin d'essayer le traitement décentralisé à petite échelle. Donc notre objectif est de diagnostiquer les pratiques de la réutilisation des eaux usées du nutriments dans des exploitations agricoles du sud de l'Algérie afin d'en dégager les vigueurs et les fragilités pour les nouveaux modèles hydro-agricoles. Donc, pour conclusion, on a essayé d'analyser chaque système en soi. On a donc traité la thématique de la réémergence des toilettes sèches, qui est une réponse à l'absence d'un système d'assainissement dans le milieu oisien, donc et également la valorisation des déchets humains à des fins agricoles.
Donc, cependant, la durabilité de l'acceptabilité de ce système reste à questionner par les générations futures. Sur le traitement conventionnel à grande échelle, donc on a étudié un front pionnier en lien avec la reuse qui a montré une faible performance des secteurs de réutilisation des eaux usées, pourtant qui en a l'acceptabilité par les agriculteurs. Et pour le traitement décentralisé, il représente un modèle alternatif gérable qui peut lutter contre la multiplication des fosses septiques, sachant qu'on est dans un milieu oisien où les acteurs locaux cherchent à protéger l'oasis contre la dégradation. Donc pour faire face à la multiplication des fosses septiques, donc ils ont cette idée de mettre en place un système décentralisé pour assurer en même temps la durabilité de l'oasis et réduire les coûts d'investissement dans le raccordement dans les steppes conventionnelles. Donc ces trois systèmes, chaque système paraît indépendant de l'autre, mais en réalité, les systèmes sont complémentaires parce que une fois, la steppe assure l'assainissement et la réutilisation à grande échelle. Et les toilettes sèches sont une réponse sur l'absence de l'assainissement dans l'oasis. Et le modèle écologique de traitement décentralisé, c'est un modèle écologique qui est non coûteux, qui permet de traiter et réutiliser l'eau à petite échelle sans passer par les grandes steppes, donc pour éviter les grands investissements. C'est bon, merci. C'est bon. Moi, je suis Lionel Ercoli, je suis le directeur de l'innovation de la Société des Eaux de Marseille, qui est une filiale de Veolia dans le sud de la France, des Bouches-du-Rhône. Donc nous, on a lancé il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, maintenant, un projet de thèse, parce qu'on avait envie de faire avancer et la science et la réglementation. C'était il y a 3 ans. Donc le coupable, c'est Mathias Monod, qui est ici et qui était le support de la thésarde chinoise, dont je ne prononcerai pas le nom. Merci. Et qui a supervisé tout ça. Si vous avez des questions, vous lui poserez, parce que moi, personnellement, j'ai rien compris. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, sur le plan scientifique... Ouais, mais parce que je n'avais pas dit, en fait. Sur le plan scientifique, il y a eu vraiment de belles avancées. Ça a été un franc succès. Sur le plan de la réglementation, comme vous l'avez compris ce matin, c'est un gros flop. On comptait faire tout ça pour, au départ, utiliser cette eau pour nettoyer les voiries. On en est bien loin. On essaie péniblement maintenant d'utiliser cette eau à Châteauneuf-les-Martigues. Je vous laisserai lire tout ce qu'il y a ici. Pour nettoyer les hydrocureurs. Donc il y a un vrai sujet. C'est un peu cheap. Mais bon, en tout cas, sur le plan scientifique, ils ont fait tout ça. C'était super intéressant selon eux. Nous, on y a pris beaucoup de plaisir. Si vous avez des questions, posez-lui. Et puis pour le reste, on va continuer à se battre pour que sur le plan juridique, à la fois on monte en gamme, parce qu'on n'est pas si balèze que ça, je pense, et qu'on arrive à faire bouger un petit peu les lignes. Mais ça, on en parlera demain, notamment avec SCP. Je fais un teasing à je sais pas quelle heure, 10h, avec Jean-Marc. On expliquera le reste, notamment sur le reuse pour les industriels et les steppes. Voilà. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Alice Rose-Thomas, je viens de commencer ma 2e année de thèse qui porte sur l'application de l'approche multibarrière que Rémi vous avait présentée ce matin. Donc voilà, comme Rémi un peu vous l'a montré, on voit que cette approche, elle pourrait présenter de nombreux avantages, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue environnemental, et elle pourrait en fait nous amener à repenser les projets de réutilisation et notamment la gestion du risque. Alors qu'est-ce qu'on entend par repenser la gestion du risque? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une approche qui encourage la mise en place de mesures qui permettent la réduction de la concentration en pathogènes, mais aussi des mesures qui permettent de réduire la dose exposée et le risque d'être exposé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la dose exposée et pourquoi c'est une notion qui est intéressante? Donc là, c'est un petit exemple en fait, de ce que c'est qu'une dose exposée. Donc, on voit des personnes qui sont à la plage et donc qui s'exposent aux rayons UV et qui peuvent ensuite, grâce à ça, bronzer. Ou aussi, elles s'exposent au risque d'avoir un coup de soleil ou voire même d'un cancer dans le pire des cas.
Et donc, en fait, on voit que ces différents degrés, ça va dépendre en fait des paramètres d'exposition, donc des personnes exposées, mais aussi du degré, donc la durée d'exposition, la fréquence. Et ça dépend également de ce qu'on appelle la dose. On voit bien que lorsqu'on s'expose à 9 h du matin ou on s'expose à 14 h, on n'est pas exposé à la même dose et qu'il y a quand même une dose tolérable à laquelle on peut s'exposer et avoir un joli bronzage sans forcément contracter un cancer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en fait, si on est exposé à une dose trop importante, eh ben, on peut réduire un petit peu ce risque en mettant en place des mesures de protection. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque par la QMRA qui prend en compte la notion de dose et la gestion du risque par le multibarrière. Donc là, comme vous a présenté Rémi, en fait, là, on est en train de co-construire avec les acteurs de Clermont-Ferrand un outil qui va permettre en fait aux acteurs de créer collectivement différents scénarios de gestion du risque et de les tester, de voir un peu l'effet sur le système. Donc il y a eu différents ateliers qui ont permis d'identifier les variables clés, les scénarios d'exposition, des visites terrain qui ont permis aussi d'analyser les pratiques existantes. Et donc là, les prochaines étapes, ça va être de tester ces différents scénarios lors de phases de simulation qui seront en octobre et de voir un peu quel scénario finalement on va intégrer à notre plan de gestion des risques. Merci. Julien Louchard de l'Office international de l'eau. Alors j'ai deux fonctions, je suis en charge du développement commercial d'une part, et d'autre part je suis formateur sur le traitement et la valorisation des eaux. Alors j'ai vraiment le plaisir là, de vous présenter un projet que je pense très innovant, puisqu'il s'agit d'un projet de zéro rejet liquide et, en industrie agroalimentaire en France. Et ça fait beaucoup. L'objectif, comme vous allez le voir, hop, alors, l'objectif, c'est zéro rejet. Avec l'entreprise Monin, donc c'est une entreprise qui, dans le monde, c'est 800 personnes. Le siège est en France, à Bourges, 200 employés. Ils font des sirops, ils font principalement des sirops, mais d'autres produits. Et ils se sont lancés il y a quelques années sur les fameux 3 R. Réduire, recycler, réutiliser. Alors, ils ont fait une première étude pour réduire leur consommation d'eau. Ils ont été bons. Ils ont presque divisé par 2 les volumes d'eau. Donc, ramené au litre de sirop produit. C'était très, très bien. Et ils sont allés dans une réflexion un petit peu plus loin. Et ils ont demandé donc à l'OIO des formations déjà pour être bien capé et bien comprendre les enjeux. Mais également des études de faisabilité. C'est quelles sont les meilleures techniques disponibles pour faire de la réutilisation ou du recyclage d'eau. On a intégré en suivant l'INSA pour le côté innovation, R&D, essais laboratoires. Et enfin, le 4e acteur, un équipementier, Chemdoc, pour mettre en application la solution éprouvée. Alors on a eu de la chance, une fois qu'on était arrivé à maturité en 2020, un projet européen est arrivé, projet LIFE, sur lequel on a candidaté. On nous avait dit qu'on avait 5% de réussite, mais voilà, faut jouer pour gagner. On a joué, on a gagné. Maintenant, place à la responsabilité. Donc, on est parti pour 4 ans de projet. Et on a démarré en septembre 2021. Alors, très rapidement, voilà l'usine. Vous avez de l'eau potable. L'eau potable ne suffit pas pour cet industriel qui l'adoucit. L'eau est utilisée en tant qu'ingrédient pour faire du sirop notamment. Et vous avez dans l'activité des rejets au réseau d'assainissement. Alors, les rejets, si on regarde bien, 99% d'eau. Il y a du sucre, bien sûr, un peu de minéraux et quelques molécules. De l'eau potable, 59 000 m3 prélevés et de l'eau rejetée à la station d'épuration de Bourges et de la Saumure. Alors on part sur quelque chose de très ambitieux puisque c'est du zéro rejet liquide. Alors rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, merci Lavoisier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où est-ce que ça va tout ça? Alors on fait de la reuse sur l'adoucisseur, on fait de la reuse sur les effluents et donc finalement, alors la grande particularité, vous n'avez pas de station d'épuration biologique pour une eau sucrée. Donc en fait, vous allez concentrer, vous allez avoir une mélasse. Cette mélasse, c'est de l'écologie industrielle territoriale. Elle va être valorisée dans un méthaniseur territorial. Et l'eau purifiée va être rebouclée au sein de l'usine. Celui-ci, je n'ai pas le temps. Il méritera beaucoup plus de réflexion et d'échange avec vous. Mais rassurez-vous, si ça vous intéresse, vu que c'est un projet européen, l'objectif, c'est pas de faire les choses dans notre coin et d'être cachotier, c'est bien de partager
si ça se passe bien, et même si ça se passe pas très bien, on est sûr à les pots cassés avec vous. Vous pouvez nous retrouver via ce site web, live.zeus.eu. Certes, Zeus, ça fait un peu puissant, on espère que le projet le sera aussi. Et vous avez aussi les 4 adresses mail, puisque c'est un travail, on en a dit plusieurs mots ce matin et cet après-midi. Il faut plusieurs compétences pour arriver au bout. Merci beaucoup. Je suis Francisco Bustamante, je fais partie de la SCP et je vais parler rapidement du projet de REUT pour l'irrigation des oliviers dans la commune des Salpilles. Et juste un petit contexte, on est sur une petite surface d'agriculture non irriguée, surtout de la vigne, des oliviers et des amandiers. Et dans un contexte où il y a une tension climatique et on veut pérenniser une filière, et il y a un projet d'utiliser de l'eau en REUT pour l'arrosage de ces cultures-là. Et on a beaucoup de références sur l'irrigation de la vigne, mais pas sur de l'olivier ni de l'amandier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est fait appel pour faire de la recherche agronomique. Et un petit graphique sur le territoire. On voit qu'on est sur un parcellaire très très petit et diversifié et fragmenté. Et sur ces territoires, du coup, on cherche les cultures irrigables qui sont, encore une fois, de l'olivier. Et on va faire un essai d'irrigation sur ces types sur la REUT, et avec un fort contexte agronomique, et avec un suivi des sols, un suivi de l'irrigation, avec l'expertise de la SCP, un suivi agronomique en capteur plantes et sols, et aussi des indicateurs agronomiques plus liés à la culture, la charge, le rendement, la croissance de pousse. Et on est sur un projet multi-partenarial, si ça existe le mot, et avec la SCP, la communauté des Salpilles, la Chambre d'agriculture du 13, le CTO, c'est le Centre technique de l'Olivier, c'est l'interprofession de France Olive, et on est aussi en recherche des autres partenaires de recherche. Voilà, je pense que c'était plutôt 1 minute que j'ai fait, mais merci pour votre attention. Bonjour à tous, moi je vais vous exposer plutôt une problématique plutôt qu'un projet, donc sur la commune de Grimaud dans le Var. Voilà. Donc tout récemment en 2020, nous avons inauguré une toute nouvelle station d'épuration, qui est une station membranaire faite pour 55 000 équivalents habitants. En sortie de cette station d'épuration qui est toute neuve, donc on a une charge MES très faible, une limite de détection sur les DCO, et on a été également labellisé qualité des eaux de baignade. Et on a de plus un traitement tertiaire, donc Carbo Plus, un filtre à charbon qui nous permet d'avoir vraiment une eau nickel en sortie. Et bien sûr, quand on a construit ces stations, on avait le projet de faire de la réuse à la sortie. Donc pour faire ce projet, donc, on a bien sûr on a cherché tous les besoins qu'il y avait sur la commune. Donc comme vous pouvez le voir, on a 2 golfs, un complexe sportif, plusieurs pépinières, des aires de carénage, ce qui en tout nous fait un besoin de plus de 150 000 m3 par an. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'était un problème parce que sur quasiment toute la commune, ou du moins les zones qui nous intéressaient, nous avons un périmètre de protection rapproché des captages d'eau potable de la Giscle, ce qui nous fait donc que nous n'avons pas le droit de l'utiliser. À cause, donc il est interdit d'utiliser la réuse sur les périmètres de protection rapprochés, à l'exception si notre sol était karstique, sauf que c'est pas le cas. On a un sol sablo-limoneux, du coup, voilà, on cherche une solution. Puisque le projet est totalement bloqué. On a déjà demandé à plusieurs institutions si on pouvait avoir une dérogation, ça ne nous a pas été accordé. Et donc je vous présente ce problème afin de trouver une solution. Si vous avez jamais des suggestions, je suis disponible pour en discuter. Et voilà, encore plus rapide. Je suis Alexandre Descamps, donc de la société Viewpoint, et aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui permet à sécuriser en temps réel la réutilisation des eaux traitées, mais par rapport aux micropolluants. Donc on va parler un peu de qualité. Donc déjà, le Toxmain, c'est quoi? C'est un outil de biosurveillance. Donc pourquoi on utilise un outil de biosurveillance? Parce que aujourd'hui, les micropolluants, on peut en retrouver dans les eaux traitées.
il y en a beaucoup, c'est potentiellement 100 000 molécules et qui vont varier dans le temps en termes de concentration. Donc nous, on a développé avec le laboratoire d'écotoxicologie de l'INRA et Lyon un outil qui permet de mesurer en temps réel ces variations-là. Donc pour ça, on a utilisé des réponses d'organismes. On a une petite vidéo à vous montrer après. Et en fait, c'est la réaction des organismes qui vont permettre de détecter une variation en charge en micropolluants. Et pourquoi on travaille sur ça? Parce que ça va permettre d'apporter une réponse en temps réel à des faibles concentrations. Donc lorsqu'on va avoir une montée en charge de micropolluants, on va avoir une réponse immédiate. Donc pour vous expliquer le procédé rapidement, en fait, c'est une station qu'on va mettre sur un site, c'est une solution qui est industrielle. On va conditionner le procédé, donc tout se fait en temps réel. L'eau va rentrer dans l'analyseur qui est en partie en verte, donc vous avez une photo qui est zoomée. On va avoir 3 caméras qui vont être associées à 3 organismes différents, 3 espèces différentes, et on va les filmer en temps réel. Et ça va être leur réaction qui vont nous informer s'il y a une présence anormale de micropollution. Pourquoi on travaille sur 3 espèces différentes? Ça nous permet de vraiment d'élargir la gamme de sensibilité et d'être sensible à une plus large gamme de micropolluants. Donc là, j'ai une petite vidéo si vous voulez. Donc pour vous expliquer, donc là c'est une vidéo qui est en accéléré. Ici, on va avoir des sangsues qui vont être exposées à une eau qui est très très propre. Donc tout est en conditions contrôlées, c'est dans le noir, c'est des caméras infrarouges. Et lorsqu'on va rajouter une présence de micropolluants, donc là en fait ça va être 2-3 microgrammes de peu importe, on va avoir une suractivité. Et en fait ça, c'est donc on ne travaille pas sur quelque chose de létal. C'était pas d'ecstasy. C'est pas létal, tu l'as dit. Mais c'était pas létal. Donc juste pour rappeler, donc nous, le gros travail qu'on a effectué, c'était être sûr que lorsqu'il y a une suractivité de ces organismes-là, ce soit vraiment dû à une présence de micropolluants et pas dû à un facteur de confusion, comme des cycles lumineux, une présence de macropolluants, peu importe. Donc ça, en fait, on a fait beaucoup de tests. On a une centaine de concentrations testées et de différents contaminants en laboratoire. Et donc là, sur le boxplot à droite, vous pouvez voir qu'il y a vraiment cette dose réponse qui est effectuée, et lorsqu'il y a une absence de contamination chimique, on a vraiment un niveau de base qui s'est installé. Et en fait tout ça, parce que bon, c'est assez farfelu de regarder une danse des gamma pour savoir si l'eau elle est toxique ou pas, on l'a transformé en un signal biologique qui est relativement simple, donc toutes les 2 minutes on a une valeur qui se réactualise. Donc là, ça c'était pour le principe. Aujourd'hui on a un applicatif qui est très concret au sein d'une station d'épuration, donc c'est au niveau de... ça n'a pas sonné en fait, je crois. C'était au niveau d'Île-de-France. Donc en fait, on a une station d'épuration qui veut réutiliser ces eaux traitées. Donc le ToxMate, il a été là pendant 6 mois. Et en fait, on a fait des analyses chimiques. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs prélèvements ponctuels à un moment donné. Et surtout, quand il y avait une présence, un pic détecté par le ToxMate. Et en fait, on voit la différence. On voit que lorsqu'il y a un pic, on voit qu'il y a 15 molécules qui sont là, alors qu'elles n'étaient pas là normalement, en micropolluants. Et surtout, on va trouver des médicaments. Donc en fait, le premier, ça va être un antidépresseur, etc., qui sont sont pas là normalement, donc à des concentrations de 2 microgrammes. Donc ça, en fait, c'est très important. Ça veut dire que déjà, quand il y a des pics, c'est pas dû à un dysfonctionnement de la station d'épuration, c'est pas l'exploitant qui a mal travaillé, mais la pollution vient de l'amont. Donc ça veut dire que pour le traiter, c'est un peu plus compliqué. Et donc aujourd'hui, là, on travaille sur le ToxMate doit être là pour piloter et diriger le futur des effluents, donc soit pour avoir un applicatif dans le maraîchage. Merci. Je suis Vincent Hédery, je suis directeur de l'IFTS. Alors l'IFTS, en 2 mots, c'est donc un centre d'essai, un centre de recherche. On est basé à Foulayronnes. La brochure officielle. On est surtout, donc, et je retiendrai juste ça, donc on fait partie du Carnot Eau et Environnement, on est très fiers de l'être, merci Elisabeth. Ce qui nous permet d'être Carnot Eau et Environnement, c'est d'abord et avant tout notre centre d'expérimentation Roger Benaïm, donc est un centre dédié à l'eau et ses traitements, sachant que l'IFTS couvre l'ensemble des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux, dans ses recherches et ses études à ses clients. Mais ici, donc, il a été opportun de créer un centre d'essai qui se trouve singulièrement donc, entre une station d'épuration, une usine d'adduction d'eau et la Garonne et la ville. En l'occurrence, il s'agit de la ville d'Agen et la STEP, celle qui est mentionnée pour 55 000 équivalents habitants.
Le joli petit bâtiment bleu au milieu, j'ai pas de pointeur, mais peu importe, vous le voyez, et qui porte une terrasse végétalisée, et celle du centre d'essai Roger Benaïm. Alors, le projet Marteau pour mobilisation alternative de ressources territoriales en eau usée, hein, le usé est passé de l'autre côté, réunit plusieurs partenaires, donc c'est Bico, alors Polymème, je ne sais pas si je vais en parler finalement, parce qu'ils ne nous ont pas cités, alors je ne sais pas si c'est... néanmoins, puisque il s'agit bien d'eux, en l'occurrence, avec ces Bico qui sont les deux dispositifs de traitement qu'on utilise dans le projet Marteau. Ardor, donc, qui est le crit horticole basé à Rochefort, l'université de Limoges, des partenaires également du cluster eau et climat, qui est le cluster que nous avons cofondé, avec Agralis, Ortival, et puis bien sûr c'est un projet qui est financé à la fois par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'Europe, avec le soutien de la ville et de l'agglomération d'Agen. Le projet Marteau, en gros, consiste à, et là ça va faire plaisir à Madame Marie, à qualifier une ressource en eau pour un usage donné. Donc l'usage ici, c'est le rafraîchissement des milieux urbains, et donc créer effectivement des îlots de fraîcheur grâce à finalement une irrigation d'espaces verts. Ici, c'est pas pour la qualité des plantes, c'est vraiment pour la création effectivement de froid par évapotranspiration des plantes. Donc on alimente les deux dispositifs, celui d'assainissement non collectif et ici un bioréacteur de Polymème en gravitaire par de l'eau usée prélevée directement sur la station d'épuration de la ville d'Agen. Voilà, donc plusieurs étapes pour monter ce projet, qui est une terrasse expérimentale qui est équipée en fait de sondes d'hygrométrie qui permet de faire un pilotage en irrigation raisonnée et qui est dotée d'une station météo qui permet de réaliser, grâce à une surveillance et un pilotage bien particulier, un certain nombre de mesures. Et on mesure à la fois la qualité des plantes, la qualité de l'eau et la quantité d'eau qui est utilisée également. Et on fait beaucoup de mesures que l'on stocke, surtout pour faire quoi? Pour avoir comme résultat, et j'en conclurai là, donc ici c'est une photo qui a été prise le 30 août 2022, et alors que les parterres, alors pas les arbres, hein, mais cet été, mais les parterres étaient extrêmement secs. Ici, on a laissé pousser une végétation qui a été irriguée avec ces eaux-là sur deux types de parcelles. On a utilisé jusqu'à 2 mètres cubes par jour d'apport d'eau usée, et on a démontré un rafraîchissement de l'ordre de 2 à 3 degrés aux abords immédiats de la terrasse végétalisée. Next step, ça va être surtout la mise en place en fait de ce projet au sein d'une ville grâce à la mobilisation du projet ECO qu'on a appelé AVID pour Agen Ville Durable. Donc venez nous rendre visite, on se fera un plaisir de vous rendre la vie plus désirable également. Au revoir. Bien, donc moi je vais vous présenter le projet Life Riwa. Notre objectif c'est de produire de l'eau de différentes qualités et surtout développer les usages et développer la gouvernance de l'eau. Donc dans notre projet européen, qui est le même guichet que le projet Zeus, on est accompagné, c'est la régie des eaux qui porte le projet avec la métropole de Montpellier. On est accompagné par le bureau d'études DV2E, et nous, en tant qu'universitaires, on est là pour regarder un petit peu tout ça et pour faire de la science sur les outils qu'on va mettre en place. Donc sur les challenges qu'on a à relever, bien sûr, c'est produire de l'eau potable. On a visé une production de 25 mètres cubes par heure. On veut diversifier les usages, parce que c'est bien de faire de l'agriculture, mais des besoins pour l'eau d'agriculture, ils sont ponctuels. Donc nous, on vise à faire tourner notre installation sur toute l'année. Donc on a développé de nombreux usages d'eau dans la ville et d'eau dans le milieu industriel. Et pour ça, on a défini 4 qualités d'eau. Donc on a été plus royaliste que le roi, on a essayé de produire une eau de meilleure qualité que la qualité A européenne, et ensuite on a fait les 3 indicateurs Europe A, B, C. Pour arriver à avoir les arrêtés qui vont nous permettre d'exploiter notre système sur 5 sites de la métropole avec nos 4 qualités d'eau, on a essayé de mixer les qualités européennes et les qualités françaises. Donc ça c'est le tableau qui résulte un petit peu du mixage entre nos qualités. Donc on est resté sur la gauche sur les qualités européennes. On a rajouté pour la France notre système complexe sur les abattements log, sur les différents paramètres que l'on connaît. Et sur la qualité A+, on est allé chercher des paramètres eau potable. Donc sur les paramètres eau potable, ce sera bien sûr eau potable norme
bactériologique, mais on a aussi rajouté le COT, donc le carbone organique total, qui va nous donner un petit peu des indicateurs sur la stabilité de l'eau au cours de notre usage. Donc l'idée, ça va être bien sûr de produire une unité mobile. Donc vous la voyez un peu ici en image, ce qu'on a imaginé. Donc une unité qui est sur camion, qui se déplace sur 5 sites de la métropole, avec une technologie embarquée dont on aimerait pouvoir jouer un petit peu sur tous les paramètres opératoires. Et on va développer surtout des bornes pour les usagers. Donc il faudra mettre en place ces usages, mettre en place les contrats, la gouvernance, sur les 5 sites qui sont ciblés sur la métropole de Montpellier. Donc on est en usage urbain. Et derrière, aujourd'hui, comme ces usages n'existent pas encore, on va mettre en place des bâches qui auront cette allure-là, donc des bâches de 500 mètres cubes, 200 mètres cubes. Et on a notre petit camion qui va se promener de station en station. Et on aura pour les usagers des points de mise à disposition. Voilà sur le projet où on en est. On a fait un sourcing, on a fait une discussion avec les entreprises. On a écrit un CCTP, on a mis en place le code des marchés, on a fait une première sélection, c'était un appel en deux étapes, donc on a sélectionné 3 candidats. On les a audités vendredi dernier et ils vont nous faire la réponse aux questions-réponses qu'on a fait. Ils auront jusqu'à la fin du mois pour finaliser leur offre et derrière, on aura encore un mois pour choisir le lauréat. La construction commencera en janvier et j'espère qu'on aura l'outil pour le mois d'août prochain. Merci. Je suis chercheur au laboratoire CEREG ici à Aix-en-Provence et je veux vous parler en 3 minutes donc, du projet Néréide. Qui porte sur l'évaluation et la gestion du risque micropolluant dans un contexte de reuse pour de l'irrigation agricole. C'est un projet qui est financé par l'Institut Carnot Eau et Environnement et dans lequel, que je coordonne pour lequel j'ai pour partenaire INRAE Ecosys à Versailles et puis Hydrosciences Montpellier. Comment on aborde cette problématique micropolluant Eh bien, à travers 2 volets. Le premier, à gauche, c'est à travers le traitement de l'eau, bien sûr, où on va chercher à développer de nouveaux matériaux adsorbants issus des ressources locales, peu chères, en substitution de charbon actif, typiquement. Les tester en colonne de filtration, et puis on aspire à les intégrer même dans des filtres plantés améliorés. Donc à plus grande échelle. Et puis le deuxième volet, c'est un peu dans la logique multibarrière dont on a entendu parler, c'est étudier la barrière que constitue le sol et les racines de la plante. Pour cela, on met en œuvre des cultures de laitue qu'on irrigue avec une eau qui contient ces micropolluants. Et à l'échelle du pot de fleurs ou du lysimètre de laboratoire. Alors pour vous illustrer cela, rien de tel que 2 diapos de résultats préliminaires. Ici, je vous présente des résultats issus des colonnes de filtration où on a testé 3 matériaux adsorbants. En haut à gauche, c'est juste une colonne de sable. J'ai oublié de vous parler de l'eau usée. Il s'agit d'une eau usée synthétique qu'on a dopée avec un cocktail de 12 molécules pharmaceutiques. Qui sont listées ici dans les légendes. Donc le sable ne retient pas du tout ces molécules, première nouvelle. Donc vous voyez, c'est l'efficacité d'élimination en fonction du temps de dilution à travers la colonne. En bas à gauche, c'est un compost qu'on a testé comme matériau adsorbant qui s'avère pas très efficace parce que la colonne est vite saturée. Vous voyez que l'efficacité chute vite. En haut à droite, c'est une argile modifiée pour laquelle on obtient des résultats intéressants mais très contrastés en fonction des molécules. Ça, c'est lié à la nature des interactions entre le polluant et l'argile qui se veut plutôt électrostatique ici. Donc pas tous les polluants sont éliminés. Et puis en bas à droite, c'est du biochar qu'on a fabriqué à partir de noyaux d'olive qui s'avère super efficace sur la plupart des molécules de notre cocktail. Et dernière diapo, donc c'est le deuxième volet qui aborde la barrière sol. Donc l'idée ici est d'étudier, on a irrigué pendant 4 semaines et demie une laitue qu'on a fait pousser en pot avec une eau là encore dopée avec ce cocktail de pharma. Et puis on a analysé, alors d'abord au cours du temps, ici en haut on a solution de sol. À la semaine 4, on pompe grâce à un micro-horizon la solution de sol et on analyse et on regarde les molécules qu'on retrouve. L'axe vertical, c'est le recouvrement, donc c'est le recouvrement par rapport à la totalité de micropolluants qui a été apporté au cours des 4 semaines. Donc on ne retrouve pas toutes les molécules, seulement les plus hydrophiles.
En contraste, on a la matrice sol qui est analysée à la fin de la culture, à gauche là-bas, qui nous fait ressortir plutôt des molécules hydrophobes telles que le triclocarbane, mais pas que, puisqu'on y retrouve aussi de la carbamazépine qui était très, très présente également dans la solution. Et puis je termine avec les racines et les feuilles, dans lesquelles on va retrouver là aussi la molécule la plus hydrophobe, largement plus concentrée, le triclocarbane. Donc ça c'est assez intéressant à réfléchir. On pourrait s'attendre à ce que les molécules les plus petites, les plus hydrophiles, sont les plus biodisponibles, mais visiblement les plus hydrophobes, les plus facilement éliminées par le sol, se retrouvent également internalisées, et également la carbamazépine qui est bien présente ici. Voilà donc un design expérimental qui se veut assez versatile et rapide à mettre en œuvre, que je vous présente ici et qui peut se moduler à travers les différentes problématiques territoriales. Merci.